Bonjour. D'abord, toujours le même plaisir de venir travailler avec Présage. Ça, c'est une vieille histoire et elle se continue toujours avec un grand plaisir. Et puis, quelques figures, notamment l'organisatrice, Anne-Cécile, et d'autres qui sont ici. Alors, quand MeToo est arrivé, quelques journalistes me demandaient si c'était un soufflet qui allait retomber. Ça me faisait rire. Je leur disais c'est un événement avec un E majuscule. Cet événement avec un E majuscule, on l'a transformé aussi en révolution. Aujourd'hui, j'entends le mot tournant dans le texte liminaire et à l'instant même dans la bouche de la ministre. Et moi, je vais vous commenter les choses avec un autre mot qui est MeToo est une rupture historique. Il faut parler histoire. Pas l'histoire du droit. Non, l'histoire de notre modernité. Alors, pourquoi je tiens à faire ce retour en arrière, c'est-à-dire la généalogie, après avoir dit que MeToo était donc une rupture historique, c'est-à-dire que le corps des femmes sera vu comme ce que j'ai appelé un corps collectif, c'est-à-dire politique. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Donc non pas de la lutte contre les violences, non pas même des violences, mais qu'est-ce que le corps des femmes dans la modernité ? Il se trouve que j'ai, pendant longtemps, parce que j'ai travaillé sur l'histoire de la pensée féministe et l'histoire du féminisme et des femmes, pendant longtemps, montré à quel point ce qui bloquait l'émancipation des femmes, c'était... j'ai oublié de dire, il faut m'arrêter avec le temps, il ne faut pas me dire... j'ai oublié de dire que j'ai pas... bon. Et que cette histoire d'émancipation de ces 3 derniers siècles, elle tient à ce qu'on a bloqué la raison des femmes. On a bloqué la raison des femmes et un Fénelon peut dire rien n'est plus négligé que l'éducation des filles, puis vous tournez la page et vous apprendrez il ne faut pas qu'elle apprenne ceci, il ne faut pas qu'elle apprenne cela. Bon, ça durera jusqu'au milieu du XXe siècle. Ça s'arrêtera en 1924 quand enfin le baccalauréat sera commun et que des femmes comme Simone de Beauvoir, comme Simone Veil, comme ma propre mère, ont eu droit au savoir illimité. Nous avons donc obtenu que la raison des femmes soit identique à la raison des hommes dans les faits, pas seulement dans les paroles ou dans les textes, mais dans les faits, ce qui a accompagné tous les autres droits civils et politiques qui étaient en fait droits de raison. Suis-je capable d'être citoyenne ? Oui. Il faut attendre le XXe siècle. Suis-je capable d'avoir l'autorité parentale partagée ? Oui. Il faudra attendre la fin du XXe siècle. Je parle là de notre continent et de mon pays. Ça veut dire qu'on a travaillé pendant toutes ces années à obtenir des droits identiques au titre de notre identité de raison. Très bien, nous y sommes parvenus. De la même façon que c'est comme ça aussi, par exemple, moi je lis ce qui se passe en Iran, car on les a laissés faire des études, mais pas d'obtenir ce que permet de faire des études. Et c'est là où se déclenche ce qui est en train de se passer là-bas à mes yeux. De la même façon qu'à le pays d'à côté, on les empêche d'apprendre à lire ou à peu près. Donc ça, c'est l'histoire de l'identité de raison. Cette identité de raison, on peut considérer qu'à la fin du XXe siècle, elle s'est traduite dans l'endroit du savoir, mais aussi dans tout ce qui était effectivement droit civil et droit politique. Droits économiques, ça sera grâce à l'Europe. Droits familiaux, c'était le dernier bastion
d'arriver à faire de l'identité de raison, qui est le chef, qui n'est pas le chef, etc., etc. Ça, c'était la dernière chose à faire, parce que c'était bien la première chose que Rousseau avait comprise, qu'il fallait empêcher. Bref, nous arrivons en 2000 avec le fait que nous avons des droits de raison identiques. Mais nous savons tous ici, tous et toutes, que le formel ne fait pas le réel. Donc on a des lois, mais ces lois, ça ne fait pas nécessairement la réalité de ces lois, ou la suffisance de ces lois. Quand on nous renvoie sur l'histoire du viol, au fait que c'est la justice qui doit s'en occuper, quand on connaît les pourcentages, on est horrifié par ce genre de raisonnement, tellement il est superficiel, voire stupide. Donc, le formel ne fait pas le réel. Nous en sommes très bien rendus compte en 2000, nous en sommes très très bien rendus compte parce que on savait qu'on pouvait perfectionner les lois. On savait qu'on pouvait se mobiliser, comme on se mobilise aujourd'hui, pour que le droit soit mieux appliqué, etc., etc. On le sait tout ça. Mais comme on s'est rendu compte que ça ne marchait pas suffisamment, il y a eu ce moment qui a été un peu, j'ose le dire, déprimant pour moi, des années 2000-2010, qui consistait à dire qu'il fallait se battre contre les stéréotypes, défaire les images. J'en ai même fait un livre un peu polémique en 2014 sur les excès du genre, avec l'idée que, au fond, mais ça partait d'un sentiment, puisqu'on ne peut pas faire plus du point de vue du droit, on va attaquer les images. Ça a été cette fameuse obsession de lutte contre les stéréotypes qui m'a un peu ennuyée, je ne le cache pas, parce que je la trouvais limitée. Et là, je vous renvoie à la partie de mon livre qui correspond à cela, ce n'est pas le but aujourd'hui. Et puis est arrivé, pour quelqu'un qui depuis près de 50 ans travaille sur ces choses-là, est arrivé MeToo. Que dit MeToo ? MeToo dit ce que nous savions déjà, parce que j'ai oublié de vous dire, et vous le savez, que nous nous sommes battus aussi pour avoir des droits du corps, de 3 façons au moins. Divorce, c'est toute une affaire qui, moi, m'a toujours beaucoup intéressée. Contraception, avortement, viol. Tout cela, ce sont des luttes que nous avons menées, notamment dans les années 70 pour ce qui est de ma génération. Et c'était des droits du corps, c'est vrai, mais des droits individuels du corps. Telle contraception, tel avortement, tel viol. Ce qui arrive en 2017, c'est que ce n'est pas seulement l'addition des droits individuels que nous avons pu obtenir, donc en parallèle des droits de raison. Donc il y avait bien des droits du corps dont on s'est occupé quand même pendant les 2 siècles précédents, mais ce qui est arrivé, c'est l'énoncé d'un corps collectif. C'est-à-dire que c'est le corps des femmes qui est la question posée. Ce corps des femmes, moi je l'ai appelé le corps collectif, et non plus donc une addition. Ce corps collectif, il a été rendu, donc cette révolte du corps collectif, qui n'est, passez-moi ma colère, non pas une libération de la parole, mais une prise de parole. Donc cette prise de parole, elle se fait, parce que libération de la parole par qui ? Par encore un Dieu le Père ? Non. Ben oui, on nous a libéré notre parole ? Non, mais quelle honte. Non, on a pris la parole, elles ont pris la parole. Pourquoi les femmes ont pu prendre la parole à ce moment précis ? Parce qu'elles en ont les moyens. Et elles en ont les moyens économiques. C'est ça. C'est-à-dire, je vais pouvoir dénoncer les violences faites au corps des femmes parce que j'ai les moyens de le faire. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau et ça renvoie à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre collectivement la parole, mais pas seulement du point de vue des mouvements féministes, comme ce corps collectif.
sur lequel je vais m'arrêter. Le corps collectif, c'est ce que une politiste que j'ai réussi à faire traduire en français pour mon plus grand honneur, à savoir Carole Patman, appelle le contrat sexuel. À la modernité, on va abandonner un certain type de patriarcat et du père chef de famille, pas seulement du point de vue de la famille, mais du point de vue de l'organisation sociale. Car on va penser le contrat social. On va penser le contrat social, et en pensant le contrat social, on va donc définir l'adhésion des individus à quelque chose qui concerne le tout d'une société. C'est ce qui me fera aussi travailler la notion de consentement, donc avant même, puisque mon livre date de 2007, sur le consentement, parce que, et c'est une issue de mon passage au Parlement européen, c'est le fait que le consentement, c'est pas seulement le consentement individuel, c'est aussi le consentement au contrat social. Or, ce contrat social, il s'est fait tout en ignorant ou en cachant le contrat sexuel. C'est ça que nous explique Carole Patman et qui, moi, m'avait illuminé quand j'avais découvert ce livre aux États-Unis en 90, parce que c'est ce qui était une des explications possibles de ce qui fait qu'il y avait une nouvelle forme de domination dans la modernité, dans ce qui deviendra ce qu'on appellera, après les penseurs du contrat social, la démocratie, puis de la démocratie à la République, qui est qu'il y a un impensé dans le contrat social, qui est le contrat sexuel. Ce contrat sexuel, c'est tout ce qui fait à la fois la soumission et l'interaction entre patriarcat et modernité, et qui fait que, avec ce contrat sexuel, il n'est pas dit, quelque chose n'est pas dit, c'est-à-dire que le corps des femmes continue à être la possession des hommes. Donc, quand on met à jour, comme elle le fait dans son livre, les manipulations, et je vous renvoie, il vient d'être édité en poche à la découverte. On l'avait fait traduire en 2010, et là, il est ressorti cet automne en poche à la découverte. Je vous le conseille, parce que c'est ça qui va expliquer aussi la révolte de MeToo, c'est-à-dire l'idée que ces femmes qui, par la ruse de l'histoire, c'est-à-dire l'accès au savoir, obtiennent la capacité de se révolter contre la possession du corps des femmes. Alors, c'est intéressant parce que la possession du corps des femmes dénoncée de manière collective met à jour, dévoile ce fameux contrat sexuel. Et là, on est dans le politique. On n'est pas que dans le juridique, on est dans l'histoire politique que nous sommes en train de vivre. D'où mon idée que c'est bien une rupture historique que MeToo, puisqu'on donne à voir ce corps possédé. Alors là, maintenant, on a avancé, ça fait 5 ans, ce corps des femmes, donc ceux qui auraient eu ce dévoilement, que produit ce dévoilement, c'est ça qui peut être aussi important. Parce que, d'abord, il va permettre de faire une distinction, là aussi très utile du point de vue de la généalogie, c'est entre la propriété et la possession. Jusqu'à récemment, milieu du XXe siècle, les femmes peuvent encore être la propriété des hommes, propriété du mari, propriété du père. Hein, on doit avoir l'autorisation du père pour ceci. Je vous passe sur toutes les contradictions passionnantes du code civil napoléonien.
qu'on réduit en général à des petits morceaux, mais en fait c'est tellement intéressant de voir comment c'est cynique. Mais donc la propriété du corps des femmes va d'une certaine façon cesser. Il va cesser grâce évidemment, je ne vous apprends rien, à la contraception et à l'avortement. Mon corps m'appartient, slogan que nous avons chanté et crié dans la rue. Mon corps m'appartient. Il y avait même, le 8 mars dernier, une pancarte d'une jeune femme qui était « Ma vie m'appartient ». Non seulement mon corps, mais ma vie, j'aimais bien cette pancarte. Donc mon corps m'appartient, c'est-à-dire nous avons conquis, c'est pour ça qu'il y a tellement de soucis en ce moment, nous avons conquis la propriété de notre corps. Ce que moi j'ai repris grâce au slogan des Américaines des années 60 comme étant un habeas corpus. Car 1679, c'est le tout début, en amont des droits de l'homme, la question d'avoir un corps à soi. J'aurais un corps à montrer et donc je suis quelque chose, le justiciable que je suis, nous sommes en Grande-Bretagne à la fin du XVIIe, c'est quelque chose qui est à moi, ou qui est de moi, si ce n'est à moi. Et c'est comme ça que nous allons devenir effectivement propriétaires. Donc, vous mettez ensemble ce corps collectif qui dévoile le contrat social, ce contrat sexuel sous le contrat social, et qui fait que cette prise de parole des femmes est une déflagration mondiale. C'est évident. Et c'était ça qui était beau, de voir que c'était une déflagration mondiale, parce qu'au lieu de se prendre la tête en permanence sur les continents, un continent ceci, un continent cela, là on voit que les choses se croisent. Et l'histoire iranienne en ce moment est évidemment en train de nous le montrer une fois de plus. Donc d'un côté, nous sommes donc devenus propriétaires. Mais ce que dit MeToo, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes devenus propriétaires de nos corps qu'on ne peut pas encore posséder nos corps. Ça s'appelle la possession. Je fais donc la différence entre propriété et possession. Nous sommes encore en situation d'être possédés. D'où les discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui, bien sûr. Alors, même si nous avons conquis une propriété. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que c'est là où on voit que le dévoilement du contrat sexuel ne suffit plus, et c'est là où on voit que les droits des femmes sont fragiles, et moi je l'appelle ça, je vais y revenir, que les droits des femmes sont réversibles. Alors je vais sans doute terminer là-dessus, réversible. Ça veut dire que je m'inscris en faux contre le mot régression du droit des femmes. Ah bon, nous étions sur la grande lignée de cette émancipation vers le paradis de l'égalité des sexes, et il y aurait tout d'un coup des régressions, comme il y avait pu y avoir des progressions. Non, l'historicité, c'est pas ça. L'histoire, c'est pas ça, et travailler l'historicité, c'est pas ça. J'ai aussi beaucoup de difficultés avec le mot backlash, qui me paraît là aussi enfermant. Un coup on avance, un coup, alors on recule. Ben non, c'est réversible. Ça veut dire que, au lieu de chercher toutes les méchancetés que les hommes cherchent à avoir contre, toutes les méchancetés que les cherchent à avoir contre MeToo, et cette déferlante d'initiatives qui ne sont pas seulement liées à ces questions de possession du corps, mais qui ont renouvelé le féminisme dans tous les sens, ces grands moments de bonheur. Moi, ça me rappelle mes années, mes jeunes années, on va dire, et c'était pour moi que du bonheur ces dernières années, même si ce n'était pas seulement les questions concernant les violences faites aux femmes. Donc là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait de la résistance. Il faut que la domination réfléchisse à comment résister. Ben, vous avez la réponse. C'est pas avec les méchancetés et les discours sur qui est masculin, masculin, etc., etc. Moi, je veux bien, mais c'est pas ça qui se passe.
il faut savoir comment on va les empêcher de continuer, non seulement à avoir acquis le droit de raison, mais aussi cette politique du corps collectif qui est ce que nous devons nous produire. Eh bien, vous avez la réponse, c'est la lutte contre l'avortement. La lutte contre l'avortement n'arrive pas par hasard. Elle est directement liée. Parce que qu'est-ce que c'est que l'avortement ? Ça a été dit tout de suite au mois de juin. C'est l'impossibilité. D'abord, ça va être sur le plan des classes sociales épouvantable. Ça va me renvoyer aux années 70, où il fallait avoir de l'argent pour aller. J'ai accompagné quelqu'une comme ça à Amsterdam en 71. Il faut avoir de l'argent pour se déplacer et pouvoir aller avorter loin. Donc ce sont les femmes en difficulté financière qui ne pourront pas. Qu'est-ce que ça veut dire, la lutte contre l'avortement ? Ça veut dire l'empêchement de l'émancipation. Parce que si moi j'ai 2 enfants, c'est parce que j'ai eu la contraception à disposition. Sinon, regardez de près les femmes, les mères du baby-boom, est-ce qu'elles avaient envie de faire tous ces enfants-là ? La réponse est non. C'est pas bien de le dire, mais c'est pourtant vrai. Et quelques livres l'ont assez bien montré. Donc, la réponse à MeToo, c'est fragiliser l'avortement. Car si une femme a 5 enfants, elle ne va pas pouvoir être l'égale de l'homme dans l'espace public. Ça va être vraiment difficile. Si elle a l'avortement, elle pourra peut-être un métier, etc., etc. Je ne vous en dis pas plus, vous avez compris. C'est-à-dire que moi, je relie MeToo et ce qui se passe dans toutes sortes d'endroits du monde. Là encore, on traverse les frontières sur la question de l'avortement, entre là où ça avance, dans certains pays d'Amérique latine, et on s'en réjouit parce que Dieu sait si elles se sont battues, nos amis du sud de l'Amérique. Et puis, ici ou là, en Europe, ça se passe mal. Pour l'avortement, on raconte des trucs hallucinants, comme écouter le cœur du bébé. Mais un bébé n'a pas encore de cœur. D'ailleurs, c'est déjà pas un bébé, c'est même pas un fœtus, c'est un embryon. Donc voilà, il y a des... Mais c'est là que ça va se jouer. Donc c'est pas sur... les hommes vont se fâcher contre les femmes parce qu'il y en a assez avec ces histoires de MeToo. Non, c'est qu'ils vont trouver le moyen de nous faire des croche-pieds, de manière à ce que ce corps collectif ne puisse pas être dans la lumière et non plus à la cave, au sous-sol du contrat social. Voilà, c'est ça que je voulais dire.